Bonjour et bienvenue sur, Homo Ludens, la chaîne d'histoire et de jeux de plateau. Et aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir d'avoir un invité un peu spécial pour moi, Frédéric B, qui est un éminent concepteur de wargames et un auteur, prolifique dans l'ensemble, et on en parlera, pendant cette émission. Et du coup, ben, Frédéric B, à la base, je t'ai invité parce qu'il y avait, ce livre qui est sorti, il y a pas très longtemps, je pense, en début d'année, En c'est ça? octobre, Si je me souviens octobre bien? 2023, Ah, voilà, en octobre début octobre. 2023, du coup, chez Passé Composé, qui est une super maison d'édition, d'histoire militaire en particulier, et donc un très, très bel ouvrage qui représente l'histoire de l'empire, napoléonien, par l'infographie, qui est un sujet que je trouve, très, très intéressant et qui, à mon avis, retouche un peu ce que tu fais aussi en tant que concepteur de jeux. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir. Je pense dans ma démarche de retour en France, j'étais aussi intéressé à l'idée de travailler plus sur le wargame français, en français, et tu faisais partie des personnes que j'avais envie, de rencontrer, avec qui j'avais envie de parler, parce que du coup, tu as eu une influence quand même assez significative sur le wargame, francophone de ces, au moins 20 dernières années. Et donc voilà, bah, je voulais te remercier déjà pour avoir accepté l'invitation, heu et C'est pour, moi heu c'est et c'est pour moi cette qui discussion. te remercie. Et bon, très rapidement sur le fait de parler en français, moi, on en avait déjà discuté une fois. Moi, j'ai toujours fait attention, en tout cas dans toutes mes créations de wargame, de faire les choses totalement en français, le Mmh. moindre mot, sans anglicisme, sachant que par contre, je me suis aussi toujours attaché à ce qu'il y ait des traductions disponibles en anglais, très bien traduites, exactement en même temps, que la version originale au moment de la sortie, parce que ça permet de toucher un public, bien entendu plus large. Mais bon, le fait d'écrire en français, de publier des wargames en français, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important. Et c'est peut-être quelque J'aime chose dont on pourrait parler pour commencer, parce qu'il y avait une convention ce week-end, qui s'appelle SD EastCon, donc pour San Diego Historical Convention, qui a des conventions en physique, mais aussi en ligne. Et là, il y avait la convention en ligne, il y a pas longtemps, et j'étais invité justement à un panel, avec différents auteurs de jeux, et on parlait justement du rapport au langage, et on discutait du fait que le langage du wargame était un langage à part, parce qu'on avait nos termes, on avait nos ouais, concepts, ouais. mais aussi le rapport au langage par rapport au fait que, ben, moi, en tant que concepteur français, je travaillais avec des éditeurs anglais et principalement avec, Mmh. des joueurs anglophones, et comment ça se passait. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur le fait de la volonté de travailler en français, parce que du coup, moi, j'ai eu un rapport complètement différent. J'ai découvert le jeu par l'anglais, Mmh mh. quasi exclusivement, parce que je jouais à des jeux qui n'étaient pas traduits, donc je jouais en anglais, je jouais avec des joueurs anglophones, et au final, mon travail de concepteur, étrangement, je ne travaille qu'en anglais. Et après, Ouais, ouais, il y a des éditeurs qui traduisent en français, ce qui est un peu atypique, mais je me verrais pas forcément, je me sentirais pas capable, en fait. ouais. Et c'est un peu, et je me sens bizarre, je me sentirais pas capable de concevoir des règles en français. Ce serait, plus dur, que de le faire en anglais. Ouais. Et du coup, je me demande, est-ce que ça a été, difficile? Parce que j'imagine que beaucoup de jeux auxquels tu as joué, et même ceux dont tu t'es inspiré pour, Au fil de l'épée, Jour de gloire, étaient des systèmes déjà écrits en anglais. Est-ce que tu as dû inventer des nouveaux mots, justement pour éviter les anglicismes? Comment ça se passe finalement, ce rapport au français dans le wargame? Au départ, moi, j'ai exactement le même parcours, hein. J'ai commencé à jouer sur des jeux, 100 en anglais. Ça a commencé à être exprimé en français avec Vaevictis. C'était le point de départ. Casus Belli un petit peu, mais moi, je suis arrivé sur la fin de la période wargame, Casus Belli. Mais bon, l'univers du wargame, quand j'ai commencé, était vraiment en anglais, même si j'ai pu jouer pour le tout premier jeu que j'ai joué, c'est les jeux Défieux qui étaient écrits en français. Mais dès qu'on s'intéressait à des jeux plus complexes, à des jeux plus variés, on tombait dans des jeux en anglais. Et puis, moi, de mon côté, dans mon travail professionnel, je travaille énormément en anglais. Je suis, sans exagérer, à peu près bilingue. J'arrive à très bien parler en anglais, travailler en anglais, écrire en anglais. Mais c'était plus, moi, c'était vraiment une volonté. C'était d'essayer de développer, le wargame en expression française, et dans ce cadre-là, de trouver les bons mots, de les créer si nécessaire. Or, parfois, c'était jugé un peu ridicule. J'avais essayé une fois dans Vaevictis de faire un glossaire complet pour essayer de trouver les bons néologismes. Et toujours quand quand tu essayes d'aller un peu plus loin, c'est pas évident, parce que c'est pas forcément non plus nécessaire.
Mais bon, le principal, c'était d'avoir une base, de faire des wargames qui étaient proprement écrits dans un bon français, compréhensible, clair. Et voilà, c'était ça l'objectif, quoi. Et au final, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans Vae Victis. Finalement, cette vision-là, elle est devenue prévalente, chez Vae Victis parce que tous les jeux sortent en français. Il y a quasiment pas d'anglicisme dans les Mmh. règles françaises des jeux qui sortent et comme tu le disais, ils sont tous traduits, en anglais. À chaque fois que le magazine sort, Voilà. les Mmh. règles sont disponibles en PDF en anglais et finalement, c'est une réussite, de ce point de vue-là. Ouais. Non, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Pour les traductions, moi, je travaillais avec un Texan d'origine française, dont la famille avait émigré au Texas en 1848. C'était super intéressant, en fait, parce que lui, il avait aussi, dans son approche de la traduction en anglais, il avait un amour de la langue française qu'il parlait à peu près correctement, parce qu'il avait des origines familiales françaises. C'était en plus intéressant de travailler dans ce concept-là, de vrais échanges avec quelqu'un qui avait un amour d'une langue et puis la qualité de traduction de l'autre côté. Steven Neville, il s'appelle. Ouais. Il a arrêté de faire des traductions, mais on en a fait énormément avec lui et c'est lui qui a fait les traductions sur Jour de gloire. Juste pour revenir à toi, parce qu'on est rentré assez vif dans le vif du sujet, du rapport à la langue et ce qui est intéressant et j'aimerais bien qu'on y revienne. Mais peut-être est-ce que tu pourrais replacer pour les gens qui te connaissent pas forcément ou qui jouent pas forcément au wargame, c'est qui Frédéric B? C'est quoi son expérience en tant que joueur? Et après, un peu plus tard, on parlera de comment tu en es arrivé à concevoir des jeux. Mon expérience de joueur, elle est longue parce que je commençais à être assez âgé. Moi, j'ai commencé à jouer au wargame avant de passer mon bac. C'était si je me rappelle bien, ça devait être en 1978-1979 que j'ai commencé à jouer. La découverte de wargame, c'est quand j'ai trouvé les premiers jeux auxquels j'ai joué, j'ai dit: «Mais c'est vraiment ça dont je rêvais», alors que j'étais plus petit, que j'essayais d'inventer des jeux, de jouer avec des soldats air fixes, de recréer des choses. Une passion de l'histoire que j'arrivais à retrouver de manière ludique sur des aspects histoire militaire qui étaient ceux qui m'intéressaient aussi beaucoup, même dans mon plus jeune âge. Donc j'ai commencé par être joueur et il s'est passé une bonne dizaine d'années en tant que joueur uniquement avant de rencontrer des gens chez Cassius Belli, Laurent Henninger à l'époque, et puis ensuite chez Vae Victis avec Théophile Monnier et Nicolas Stratigos, où là, il y a eu des possibilités de créer, de publier des choses, et donc de passer de joueur à concepteur. En gros, oui, c'est ça, une bonne dizaine d'années avant de sauter le pas. Et c'est quoi ces premiers jeux du coup qui t'ont fait rentrer dedans où quand tu y as joué, tu t'es dit: «Waouh, c'est pour moi, c'est toujours ce dont je rêvais»? C'était au départ le premier jeu que j'ai joué, c'était le Défieux sur Austerlitz, le jeu sur la guerre de 70 dans la même collection. Après, il y a eu les jeux de Jean-Jacques Petit qui étaient également des jeux français sur la période napoléonienne. Et puis après, très vite, la découverte des jeux chez les jeux de Richard Ashberg chez GMT. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Moi, j'ai vraiment accroché sur les jeux des périodes qui m'intéressaient, période napoléonienne, période antique. La première vraie folie où j'ai voulu faire toutes les batailles qui existaient, jouer tout ce qui était disponible, c'était avec la série Great Battle of History de Berg-Hermann. C'était mon premier grand coup de foudre de Wargame. Je suis plutôt dans le wargame sur le côté bataille que sur les côtés échelle opérative stratégique. Maintenant, je joue autant à tout, mais au départ, je suis parti vraiment sur cette partie bataille. Et j'aimais bien dans le wargame le côté face à face, une personne face à une autre, une Ouais. bataille, une période de temps limitée, le côté un peu théâtral, jeu d'échecs aussi des batailles tactiques. Pour toi, la pratique du jeu d'histoire, c'était quelque chose qui faisait écho à j'imagine, un intérêt pour l'histoire, à la base. Est-ce que c'était des études que tu as faites en histoire ou ça a toujours été une passion que tu as gardée? Et au final, le jeu d'histoire, c'était une manière de creuser cet intérêt original? C'est en parallèle, j'ai toujours été passionné d'histoire. Alors, quand je dis toujours, c'est quelque chose qui m'intéressait quand j'étais très petit dans les lectures, dans les albums d'images, après dans les livres, et puis des livres de plus en plus complexes, et puis dans les études au niveau études secondaires jusqu'au bac, j'étais toujours l'histoire, c'est ce que je préférais. J'avais envie de faire des études d'histoire
Après, il y avait dans mon histoire familiale, mon père qui m'a poussé, qui voulait que je fasse autre chose, trouvait que c'était pas forcément professionnellement ce qui était l'idéal de faire des études d'histoire. Et puis en fait, je n'avais pas d'idée de métier avec l'histoire. Donc j'ai fait autre chose, je suis parti vers une filière d'école de commerce. Mais par contre, l'histoire, c'est resté, en termes de lecture, en termes de jeu, une passion où les choses se complétaient, pas plus le jeu que la lecture ou apprendre. Les deux choses étaient complémentaires. Et j'ai repris, en fait, après, des études d'histoire dans les années 90, où j'ai refait donc j'ai repris un cursus à Paris 1 Sorbonne en histoire antique. Voilà. Donc je l'ai fait, mais plus à titre, entre guillemets, de loisir. C'était un peu comme un auditeur libre ou c'était carrément Non, non, pour aussi avoir un master? j'ai fait le cursus jusqu'au master. Ok, Et après, d'accord. ça devenait, voilà, j'ai repris au départ. C'est-à-dire, je bossais dans la journée, j'allais à certains cours. On m'avait donné des facilités pour passer les examens, d'avoir le temps de le faire sans assister à tous les cours. Mais bon, j'ai refait le cursus complet. Jusqu'à l'époque, ça s'appelait la maîtrise. Et puis après, j'ai arrêté là par manque de temps par rapport à l'activité professionnelle. Et ce que je pouvais faire dans le wargame et dans d'autres choses, ça devenait. Et puis la famille, les enfants, ça devenait Oui, vraiment trop compliqué. ça devient Donc beaucoup. j'ai un peu freiné. Mais justement, c'est un des projets que j'ai pour la suite. Quand j'arrêterai mon boulot, c'est peut-être de reprendre et puis de faire une thèse à la retraite quand j'aurai le temps. Voilà. D'accord, un thésard retraité, c'est un beau projet, Ouais, je ça trouve peut ça vraiment sympa. dans la partie bouquin édition, moi, à l'heure actuelle, si on prend infographie de l'histoire napoléonienne, moi, je travaille avec Vincent Aiglé, qui est chartiste, docteur en histoire, des gens qui sont, voilà, qui ont suivi les filières historiques comme métier. Donc, c'est aussi intéressant d'échanger, de travailler avec des gens qui ont un cursus qui est bien différent du mien. Bah, on en arrive donc à ce livre, qui est, finalement, relativement différent de ce que tu fais, dans le jeu. Alors relativement différent en termes de médium, mais Mhm. c'est le même type de sujet. On voit que la passion pour l'empire napoléonien, elle est là. Ouais. Mais c'est un autre type de support, qui s'adresse peut-être aussi à une autre, audience. Comment ça s'est fait finalement, ce projet? Et comment tu en es arrivé finalement à participer, à écrire un livre pour Passé Composé, qui est quand même une maison d'édition très réputée dans ce Ouais. domaine-là. Ouais. Comment tu en es arrivé là? Alors en fait, le point de départ sur Infographie, c'est les travaux que j'ai faits pour Guerre et Histoire. Alors un travail plus journalistique dans un magazine d'histoire militaire. Là, je travaillais avec Jean Lopez, qui est lui l'inventeur, avec l'infographiste Nicolas Guira, du concept de bouquin vraiment centré sur l'explication de l'histoire par l'infographie. Il avait fait dans cette même collection, c'était chez Perrin à l'époque, infographie de la Seconde Guerre mondiale, avec des auteurs en appui de son idée. Et donc, lui travaillait à faire d'autres volumes avec l'éditeur qui était Perrin à l'époque. Et il y a eu donc des projets sur infographie de l'Empire romain, infographie de l'histoire de l'Empire napoléonien, et c'est lui qui m'a proposé, en ayant vu les travaux que j'avais fait pour lui pour Guerre et Histoire, de travailler sur le volume infographie de l'Empire napoléonien. Entre-temps, la collection était passée chez Passé Composé. L'éditeur travaillant chez Perrin étant passé chez ayant créé en fait la collection Passé Composé chez un autre éditeur du groupe Humaine 6. Voilà, c'est passé comme ça. Comment tu mettrais en rapport, finalement ton travail à la fois journalistique, chez Guerre et Histoire, et ton travail finalement d'auteur, chez Passé Composé, avec, ton travail d'auteur de jeu? Est-ce que les 2 s'informent? Est-ce que tu trouves qu'il y a des ponts, finalement dans la partie recherche ou, est-ce que tu vois une connexion finalement dans ces 2 activités? Ouais, il y a des ponts très clairs. La façon de travailler, moi, je ne travaille pas différemment dans la partie wargame ou dans la partie écriture. À la base, c'est de la recherche centrée, pour ce que j'ai fait, sur de l'histoire militaire. Dans Infographie de l'Empire napoléonien, moi, on est deux auteurs, hein, j'ai cité Vincent Aiglé. Moi, j'étais centré sur les chapitres
consacré à la partie militaire en fait de ce volume infographique. Donc c'est toujours les mêmes principes, recherche d'informations, travail sur des archives, compilation de données, et compréhension du sujet. Et c'est là pour infographie où il y a sans doute le plus de ponts avec le wargame. C'est que moi, dans la façon dont j'essaie de créer des wargames, c'est toujours avoir une compréhension dans ma tête. C'est essayer d'avoir une vision très claire et de comprendre ce qui s'est passé un jour donné, sur une campagne, sur des mois donnés, des semaines données, en fonction de la durée des événements, mais d'arriver à vraiment avoir l'histoire dans ma tête, comprendre et me dire, voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai suffisamment d'éléments pour essayer de les restituer. Et que ce soit dans le wargame ou dans l'infographie, c'était là vraiment le même principe. Bien comprendre et essayer d'exprimer la compréhension que j'avais d'un événement. Alors, sans doute avec une part de parti pris ou d'interprétation. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais en fait, de restituer le plus clairement possible des événements, une histoire, un contexte, des relations entre divers événements. C'est ça, les ponts sont là, quoi. Juste par rapport clairement sur l'infographie de l'Empire napoléonien et sur les articles que tu fais chez Guerre Histoire, il y a cette volonté de transmettre, du savoir. Est-ce que tu considères que, le jeu de guerre, ou les wargames que tu as fait en particulier, que ce soit chez, Vae Victis ou chez d'autres éditeurs, il y avait aussi cette volonté pour toi de l'utiliser comme un médium pour transmettre du savoir sur ce qui s'est passé pendant ces batailles? Est-ce que tu avais au fond la même volonté, la même intention ou au contraire, l'intention est peut-être un peu différente dans les 2 cas? Ouais, il y a quand même une différence parce que dans la partie conception wargame, moi, il y a une partie qui est très importante, qui est la partie jeu. Parce que quoi qu'on essaye de faire dans le wargame, la partie jeu, plaisir du jeu, reste un des éléments primordiaux. Il y a des wargames qui expliquent très bien les choses. Si tu t'amuses pas à les utiliser, pour moi, il y a quelque chose qui manque. Et donc, il y a cet aspect ludique qui est beaucoup plus important dans la partie wargame. Dans la partie article, dans la partie livre, là, on est plus sur de la transmission très concrète, explicative, avec cette composante en moins. Pour moi, c'est la différence entre les deux approches. Et est-ce que tu penses que l'outil ludique peut avoir justement des avantages aussi pour transmettre, du savoir finalement? Plus qu'un livre, enfin des avantages et des inconvénients bien sûr, hein. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas remplacer un livre parce que justement il y a la qualité de l'information, il y a les sources et cetera. Enfin, il y a un rapport à la lecture qui est particulier. Mais est-ce que tu penses que dans le rapport au jeu, il y a des choses qui sont finalement plus faciles à expliquer et à transmettre? L'avantage du jeu, c'est de susciter l'intérêt par un élément qui est un peu détaché du concept, du contexte, pardon, du fond historique qui est le sujet du jeu. Moi, ça m'est arrivé de jouer avec des personnes, même dans ma famille, qui ne connaissent absolument pas le sujet et qui vont rentrer qui vont essayer de comprendre et rentrer sur le sujet uniquement par l'aspect ludique. Donc, c'est l'avantage du wargame, c'est toucher des gens par cet aspect amusement, découverte par le jeu, par un biais qui n'aurait pas été un point de départ habituel si ça avait été simplement un livre. Là, il y a peut-être de nouveau un pont avec un livre comme Infographie, où justement la présentation infographique attire l'attention, va susciter un intérêt qu'une page entière d'écriture n'aurait peut-être pas suscité chez quelqu'un qui ne connaîtrait pas le sujet ou n'aurait pas naturellement souhaité s'y intéresser. On touche aussi des gens par rebond, par le biais du support infographique. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi parce que du coup je regardais le bouquin et au final, je me disais: C'est quand même en termes de ressenti très, très différent d'un livre d'histoire au final. Oui, Même si, voilà. le contenu est le même, il semble, quand on voit, quand on lit, quand on voit comment c'est fait, que la démarche est relativement identique. Le travail de recherche, recouper, les informations, les synthétiser et cetera. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ces ponts parce que, au final, c'est encore une fois une approche, oblique, du rapport à la transmission Il y a d'histoire, qui n'est pas, ouais. Voilà, et dans la conception du livre Infographie de l'Empire napoléonien, la manière de le composer, en fait, là, il y a aussi un pont avec le wargame, c'était de partir de pages doubles.
L'idée, c'est une page double, alors parfois qui s'étale sur 2 pages doubles. Mais en fait, le concept d'avoir quelque chose très limité en termes de périmètre et d'arriver à le représenter, à l'imager d'une façon particulière. Et non pas de raconter de manière linéaire une histoire, mais vraiment de cibler des épisodes, des éléments qui permettront de bien le comprendre. Donc ça, on retrouve un peu une démarche wargame où on va se dire, bah, on va prendre une bataille parce qu'il y a une chose intéressante, un événement particulier dans cette bataille et on va démontrer des choses, on va trouver des aspects ludiques dans cette bataille, on va trouver des choses qui seront intéressantes à simuler, à proposer à des joueurs. Là, il y a cette idée de découpage qui est un peu similaire avec une nouvelle forme de pont entre les deux. Ce qu'on n'a pas dans un livre classique. Je pense on revient finalement à cette discussion du Frédéric B, designer, et du coup, j'aimerais bien revenir à ça. Et c'est vrai que la chaîne parle de wargame et de jeux d'histoire, donc c'est pertinent, de se concentrer aussi, là-dessus. Donc tu nous parlais un peu de ton expérience en tant que joueur, comment t'en étais arrivé à jouer aux jeux d'histoire, ton intérêt pour les jeux napoléoniens et la période antique, au niveau tactique. Et tu nous parlais justement de ton travail avec Cassius Belli, de ton travail avec Vaevictis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Cassius Belli, alors bien sûr, c'est un magazine de jeux de rôle aujourd'hui qui fait que du jeu de rôle, mais qui, à une certaine époque, faisait aussi du jeu d'histoire, donc pas que du jeu de rôle. Et Vaevictis, c'est un magazine qui existe encore aujourd'hui, qui est le magazine de référence en langue française sur le jeu d'histoire et le wargame en particulier, et qui même, au-delà de la langue, pour moi, est un des meilleurs magazines de wargame au monde. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Mais du coup, comment t'en es arrivé finalement à devenir concepteur? Quels ont été les premiers jeux que tu as faits? Et comment t'en es arrivé à choisir les jeux que tu as décidé de concevoir? Je vais revenir sur un point, parce qu'on avait parlé tout à l'heure, j'ai parlé du premier coup de foot qui avait été la série Great Battle of History, Bergerman sur l'Antiquité. Après, j'ai eu un deuxième coup de foot qui ont été tous les jeux de Kevin Zucker sur la période napoléonienne. Donc ça a été un autre élément qui m'a fait m'intéresser aussi à la période, alors que j'étais au début plus intéressé par l'Antiquité que l'Empire napoléonien. Ça, c'est le deuxième déclencheur. Au niveau comment avoir eu l'envie de créer des choses, je pense qu'il y a déjà quelqu'un que je dois citer pour ce qu'il m'a appris au niveau de cette approche. C'était dans l'équipe de Cassius Belli, Lauren Inger, qui était la personne en charge des pages Wargame, et qui, quand tu discutes avec lui, tu apprends toujours quelque chose. C'est quelqu'un qui foisonne d'idées et qui a suscité aussi chez moi des idées, des envies de créer des choses, qui en plus acceptait les projets et disait ben, vas-y, continue, alors que moi je partais d'une expérience zéro en termes de création de jeux. Avant de travailler pour Cassius Belli, j'avais essayé chez moi tout seul de commencer à réfléchir à un jeu sur la guerre des Gaules, qui était un sujet qui m'a toujours passionné. Je suis passionné par les écrits de Jules César, donc par rebond forcément par la guerre des Gaules. Et donc, c'est ce premier jeu sur lequel j'ai travaillé d'abord tout seul, puis après dans un environnement plus encadré au niveau de Cassius Belli, avec un ami qui s'appelle Marc Brandsma, avec qui on jouait beaucoup. C'était mon partenaire de jeu à 90% des parties que je jouais à l'époque. Et on a travaillé ensemble sur ce sujet qu'on a essayé de développer le mieux possible. La première version ayant été, la manière dont je la regarde maintenant, assez approximative. S'il y avait des très bonnes idées dedans, mais la réalisation était loin d'être parfaite. C'est pour ça qu'il y a eu plus tard une seconde version republiée par Vaevictis d'ailleurs. Donc ça, c'était les premières étapes. Et puis après, pour la conception de Wargame, c'est vraiment apprendre en marchant. C'est-à-dire que j'ai pas suivi d'école de Wargame. Il peut y avoir des cours en université pour apprendre le fond, l'histoire, l'écriture, prendre l'habitude d'écrire. Pour le Wargame, on apprend en créant, en essayant, en jouant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que c'est venu. Alors là encore, tu as beaucoup parlé de pont. Il y a des bouquins qui ont suscité chez moi des idées de Wargame aussi. Et par exemple, sur la guerre des Gaules, j'avais lu à l'époque, c'était un bouquin de Jacques Armand sur la guerre des Gaules chez Fayard, si je me rappelle bien, où il expliquait comment il percevait le découpage de la Gaule en secteurs, avec chaque fois dans un secteur,
il avait repéré qu'il y avait toujours une tribu gauloise qui était alliée de Jules César, et ça, c'était une idée qui m'avait frappé et que j'avais essayé de tout de suite reproduire et d'en faire un des moteurs de la simulation du jeu Bellum Gallicum que j'avais créé à l'époque. Ce jeu sur la guerre des Gaules, c'était un jeu qui était un système tactique où tu représentais plusieurs batailles ou c'était un jeu à l'échelle stratégique, sur l'ensemble Non, de la c'est guerre un des jeu à Gaules? l'échelle. En fait, bizarrement, je disais tout à l'heure que j'ai toujours été beaucoup plus en Sauf au pratique début. de jeu. Oui, d'accord. Non, 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 mais la première création que j'ai faite, c'était un jeu à l'échelle stratégique, alors que je jouais à l'époque qu'à des jeux tactiques. Ouais. J'avais jamais joué à de jeu à cette échelle-là. Et c'est venu comme ça, parce que le sujet me passionnait, puis justement, j'avais envie de faire quelque chose de différent de ce que je jouais. Donc, c'est parti comme ça. Et du coup, dans la continuité de ça, finalement, tu as commencé à développer d'autres jeux, toujours chez, Casus Belli et Vae Victis? Et Ouais, c'est chez vraiment Cassius comme ça Belli, que tu t'es développé? chez Cassius Belli, j'ai fait que ce jeu Bellum Gallicum. J'ai fait pas mal de scénarios pour des jeux qui existaient. Des scénarios pour Imperium Romanum, des scénarios pour des compléments sur Great Battle of History. Et après, le vrai départ en termes de création, ça a été, il s'est passé quoi, 5 ans entre les premiers jeux chez Cassius Belli et le premier jour de gloire qui est sorti en 97 chez Vae Victis. Et là, sur le jour de gloire, alors, c'était après avoir joué à la série GBOH de Berg, j'avais découvert ces règles qu'il était en train de mettre au point. On échangeait par lettres à l'époque, par quelques emails, et il développait un système sur l'échelle napoléonienne que j'avais testé. Moi, j'avais trouvé ça super, et donc je lui avais demandé, je ne voulais pas créer en fait à l'époque, je lui avais demandé si j'aurais le droit d'utiliser ces règles et d'en faire, de l'utiliser pour créer d'autres batailles plus centrées sur des sujets qu'aux États-Unis, ils n'évoqueraient pas forcément dans le parcours des campagnes napoléoniennes. Et on avait à l'époque signé un contrat avec Marc Brandsma et moi côté France, et puis Richard Ashberg côté États-Unis pour faire une sorte de joint venture sur la création de batailles napoléoniennes avec au départ sa règle napoléonienne. Elle a une descendance, sa règle, dans la série dans laquelle il y a eu, je ne sais plus comment il l'appelle, il y a eu un jeu sur Borodino, il y a eu un jeu sur une boîte aussi avec 4 batailles qui sont sorties chez GMT, et après, en fait, au fil du développement des règles Jour de gloire en France, on a quand même pas mal divergé sur les mécanismes, et après, c'est devenu vraiment 2 règles sur un point de départ à peu près commun, on a vraiment quand même pas mal divergé. On Et reconnaît le même moteur, les marqueurs d'activation. Après, ça a demandé, pour stabiliser Jour de gloire, il a fallu une bonne dizaine d'années de jeu, de développement, avec énormément de tests via le trophée du bicentenaire, la compétition qui était le trophée du bicentenaire, c'était l'idée de départ pour créer une règle napoléonienne en France. C'était oui, c'est ça avoir dont je voulais parler. Qu'est-ce qui a été la motivation? C'était de pouvoir rejouer les batailles, à l'anniversaire, 200 ans après, c'était ça l'idée? ouais, c'est ça, voilà. C'est il y avait cette idée-là qu'on avait eue avec Marc Brandsma à l'époque. Au début, on s'était dit, quand on était en école de commerce ensemble, et on avait dit, ben, on ira sur tous les champs de bataille 200 ans après. Après, lui, il était wargamer, moi aussi, on a commencé à jouer à des jeux napoléoniens qu'on a découverts, des jeux sur le sujet, puis on s'est dit que ça serait bien de faire une compétition. Puis après, on a fait une compétition, on n'a pas été sur les champs de bataille à l'époque, mais on a fait la compétition sur ce thème, qui a duré 19 ans. Et qui Voilà. et du coup, tu avais un système de classement? Comment ça s'est passé, Ouais, c'est un système de classement. Alors ça fait partie aussi le, plusieurs choses. Premièrement, dans les choses que je fais, moi, il y a toujours une composante, c'est aller au bout. C'est quand je me fixe un objectif, c'était le point de départ, c'était de faire ça sur toute la période du bicentenaire, et moi, il était hors de question que je laisse tomber en cours de route. Ça a toujours été, on ne savait pas si ça aurait du succès, mais de toute façon, on voulait aller au bout, et on l'a fait. Et la deuxième chose, dans le wargame, j'aime bien aussi l'aspect compétition. C'est quelque chose que je trouve intéressant.
ce qui oblige forcément un petit peu à prendre un peu de distance avec la stricte réalité historique, parce que pour adapter des jeux, des batailles à la compétition, tu es souvent obligé de rééquilibrer un peu les choses pour que ça ait un intérêt de tournoi, mais ça reste quand même le même type de jeu, les mêmes mécanismes, le même contexte et la même fidélité dans les mécanismes en tout cas. Et donc on a fait un système de classement année par année où tu gagnais des points à chaque trophée du bicentenaire et on les cumulait d'une année sur l'autre en fonction du nombre de participants. C'est-à-dire, plus il y avait de participants une année, plus le vainqueur et plus les autres, les suivants marquaient des points. Et qui a gagné au Donc, final? c'est Denis Sauvage qui Ah d'accord, OK. OK, voilà. très bien. Voilà. Ouais, ouais. Et- Alors Denis Sauvage, pour ceux qui connaissent pas, c'est le créateur de la série, Les Maréchaux à la base, voilà. chez VV, mais surtout maintenant, Et l'éditeur, chaque fois, la création de la maison d'édition Chacos, et qui est à ouais. l'origine de la série, Napoléon 1806, 1807, 1815 et cetera. Les choses, c'est un petit monde, c'est un petit monde. Oui. Voilà, sur le trophée du bicentenaire, on avait, selon les années, entre 40 et le record, je crois que c'était 110 ou 115 joueurs, donc à chaque tournoi. Donc si on reparle de classement 2 secondes, le vainqueur d'une année à 115, il avait ses points de vainqueur plus 115 points. Une autre année où il y avait 40 personnes, les années creuses, il avait ses points de vainqueur plus 40 points. Il y avait une prime au nombre de participants de chaque édition. Détail. Ouais, mais c'est super Ouais. comme initiative. Du coup, il va falloir attendre encore une petite centaine d'années pour faire la compète. C'est ça l'idée? Ou finalement, il y a un projet qui arrive avant, peut-être sur une autre période qui te plairait aussi? Ouais, et ce que j'ai oublié de dire très vite aussi, c'est que au moment où c'était avant de créer la série Jour de gloire, moi j'étais un grand fan des championnats de France de Wargame, donc auxquels j'ai participé dans les toutes premières années, juste après avoir fait Belunga Dicum, c'était à peu près en même temps, en 90 et pendant oui, 90 à 95, je fais tous les championnats de France avec une bande de copains, c'était super amusant, on a bien rigolé. Voilà, et puis c'était très motivant aussi, ça changeait de jeu tous les ans avec des systèmes soit français, soit américains. J'ai essayé très récemment, là, après la fin du travail du bicentenaire, j'ai essayé de relancer l'idée de championnat de France de Wargame. Pas facile, et puis après ça a été un peu court-circuité par le Covid. On a refait 2 éditions, et puis après on n'a plus rien fait. C'est pas mort non plus. C'est vrai que le Non, Covid, non, non, c'est il y a un eu, c'est un coup dur, mais ça peut ouais. ça peut Non, ça mais peut l'histoire repartir, du championnat de France de Wargame, de toute façon, il y a eu plusieurs périodes avec des interruptions. C'est une longue histoire, plusieurs personnes qui s'en sont occupées. Moi, c'est une idée. Moi, c'est une idée marrante. Donc, je trouve un côté petite chapelle de joueurs en France qui sont prêts à changer de jeu tous les ans, à essayer d'autres systèmes pour s'affronter sur des jeux qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc, ça peut être amusant. Ouais, je pense que c'est une super idée. Je savais même pas que ça existait avant qu'on commence à en parler, on en avait parlé tous les 2. C'est toi qui m'en avais parlé. Tu m'avais envoyé des liens vers ton blog justement où il y avait des images Ah, de mais, coupure presse et cetera, ouais, et je me suis amusé à. j'étais pas du tout au courant que ça existait en fait. C'est par toi que j'ai découvert que c'était, qu'il y avait un truc qui s'appelait, les championnats de Ouais. France de wargame, ouais. Non, mais au moment où j'ai essayé de relancer, j'ai fait des recherches, c'était des recherches quasi historiques, hein. Essayer de Ouais. rechercher des articles de presse, retrouver toute l'histoire, retrouver qui les avait gagnés, parce que c'était écrit nulle part. Et Mmh. donc, j'ai réussi à reconstituer comme une mini recherche historique, le palmarès complet en posant des questions sur les forums, en retrouvant des articles de vieux Cassius Belli, parce qu'il y en avait plein qui étaient encore en ligne. Donc, de retrouver toutes ces Ouais. pièces, de recontacter des gens, des gens, Claude Renaud, qui en a organisé le plus grand nombre, de retrouver les palmarès détaillés, tout ça. C'était une recherche amusante aussi. Et du coup, en espérant que ça revienne, je reviens à ton parcours de designer, et je reviens justement sur la série Jour de gloire. T'expliquais que, au final de la série de Berg, il y avait eu comment ça s'appelle? Un embranchement et finalement une distinction, et Jour de gloire était devenu son propre système. Du coup, j'ai une question qui est un peu, double, c'est en quoi finalement, ce système est devenu différent? Et aussi pourquoi c'est devenu différent? Qu'est-ce qui était nécessaire,
Pourquoi ces changements ont été nécessaires et qu'est-ce qui les a motivés? La motivation, il n'y en a pas forcément une. En fait, c'est simplement la théorie de l'évolution des espèces, hein. Il y avait un tronc commun, un mécanisme de départ très fort, le système par marqueur d'activation avec des tirages au sort aléatoires de marqueurs pour chaque formation sur le champ de bataille. Après, il y a dans la résolution des combats, dans les mécanismes de mouvement, des choses qui ont évolué au fur et à mesure des tests, parce que le système, au départ, il n'était pas complètement terminé, ni côté Richard Berg, ni côté Jour de gloire. On a démarré sur un modèle qui était à peu près équivalent, et après, c'est vraiment le nombre de parties jouées qui a fait évoluer les choses. Des joueurs qui disaient bah, ça va pas, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, donc par travail de clarification, en essayant d'affiner les choses, il y a un certain nombre de facteurs qui ont évolué, notamment dans la résolution des combats, pas forcément dans les tables, mais énormément dans les modificateurs, sur les engagements de combat également, quand il n'y avait pas d'ordre. Alors ça, c'est un mécanisme, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ça ne se passe pas de la même manière dans les deux systèmes. Voilà. Après, dans le système d'ordre aussi, on avait évolué sur les notions de groupe tactique qui ne sont pas les mêmes d'un côté que de l'autre. C'est vraiment de l'évolution pas à pas et une divergence progressive en fonction des retours qu'il y a eu des deux côtés de l'Atlantique sur le système de jeu. La différence entre la pratique des deux systèmes, c'est qu'il y a eu, sans vouloir me vanter côté France, beaucoup plus de parties jouées et de batailles créées que du côté américain au départ. Parce qu'il y a eu la première boîte Triumph of Glory de Richard Berg où il y avait 4 batailles à l'intérieur, et il s'est passé une très longue période avant qu'il y ait de nouveaux jeux dans la série, alors qu'on en sortait 2-3 par an avec des évolutions à chaque fois de règles, des fois des petites choses qui changeaient, mais des évolutions constantes côté France avec un grand nombre de parties. Parce qu'à chaque trophée du bicentenaire, on faisait, si tu prends 50 personnes qui jouent chacune, ça fait 25 qui jouent chacune 6 rondes au cours du trophée, ça fait un paquet de parties, hein. On a dépassé au total en compétition, trophée du bicentenaire, c'est plus de 2500 parties jouées avec des joueurs aguerris. Au niveau test, là, c'est un panel énorme, quoi. C'est un panel hautement qualitatif parce que là, on se parle de Voilà. gens qui jouent en compétition, donc c'est des jeux répétés, et en plus des joueurs qui pratiquent avant. Donc du coup, c'est des joueurs Voilà. expérimentés qui connaissent bien le système, ouais. Du coup, c'est pas comparable et oui, du coup, je me disais, on en est à combien de batailles couvertes, sur le système Jour de gloire aujourd'hui? J'ai pas le chiffre exact en tête, À mais la louche? Mmh. non, mais si tu prends 20 ans avec minimum 2 batailles par an, ça fait déjà 40, et plus les modules qu'on a sortis en plus, on doit être au moins 70, je dirais. Tu parlais de Kevin Mmh. Zucker, un peu plus tôt, Kevin Zucker qui est connu dans le monde du wargame pour faire, des grosses séries. Là, sa grosse série, c'est, Library of Napoleonic Battles, Ouais, qui est gigantesque, hein, qui est vraiment la référence dans le domaine. Je ne ouais, sais pas s'il y a autant de batailles. Alors c'est un autre système, c'est pas la même c'est un autre échelle, et système. cetera. Mais malgré tout, au final, dans l'ensemble, parmi les séries napoléoniennes, c'est peut-être celle qui est la plus complète, aujourd'hui, Ouais. jour de gloire. En termes, ouais, elle est très complète en nombre de batailles. C'est la Mmh. série où il y en a le plus, ça c'est certain. Après, complète, je sais pas, parce nous, on a exploré vraiment à échelle. Bon, il y a eu quelques essais sur Jour de gloire campagne, mais c'est pas une série qui a un succès aussi important. Et alors que dans les différents systèmes de Zucker, tu as à peu près toutes les échelles traitées de manière un petit peu différente, et ça couvre énormément de choses aussi, hein. Et moi, le coup de Ouais. foudre que j'avais eu pour le système Zucker, c'était vraiment son système de campagne. Alors, paradoxalement, chez, Berg, c'était GBOH du tactique, et chez Zucker de l'opératif avec ses systèmes campagne. Donc Struggle of Nations, Napoléon at Bay, The Son of Austerlitz, Highway to Kremlin, c'est ce système vraiment à l'échelle opérative.
qui retraçait les campagnes de manière très, très efficace. Je me disais, au-delà de la conception, je voulais revenir peut-être sur le wargame en général parce que tu es pas qu'un concepteur, bah, comme tu le disais, à la base, tu es un joueur, tu as appris à concevoir des jeux au fur et à mesure et puis surtout, tu as collaboré à différents magazines. On parlait de Guerre et Mmh. Histoire un peu plus tôt, mais tu écris des reviews, dans Va et Victis, encore aujourd'hui de manière régulière donc tu as vraiment ce rapport, au jeu qui est très, un rapport assez intime au jeu. Tu joues beaucoup et tu y réfléchis. Je me demandais finalement si, bah, sur ces, je sais pas 30-40 ans Ouais. d'expérience de joueur, comment tu as vu le hobby, évoluer? Et ce serait quoi ton point de vue sur, son état aujourd'hui? C'est une question complexe. La façon dont je l'ai vu évoluer, ça, je ne sais plus où j'en avais parlé, mais pour moi, il y a eu plusieurs mini-révolutions je ne sais pas si c'est des révolutions, mais des sauts évolutifs en fait dans l'histoire du wargame tel que je l'ai connu. C'est vraiment dans ma pratique à moi et la façon dont je le perçois, parce que ça reste à mon sens beaucoup plus vaste que ce que je vais dire me concernant. Moi, je suis parti sur des wargames où c'était face à face, chacun joue l'un après l'autre. Le premier saut que j'ai vu apparaître conceptuel, c'était à travers la série GBOH et après les évolutions inventées par Berg de marqueurs d'activation, de tours déstructurés, où l'incertitude est amenée via ces tirages de marqueurs d'activation avec une notion de temps complètement déstructurée dans les parties. Ça a été une première révolution, c'était en gros dans les début des années 90. Après, il y a eu l'apport Mark Herman sur le card driven, les jeux pilotés par les cartes, où ça a été une nouvelle découverte. Donc moi, je me suis jeté dedans en tant que joueur. Hein. J'avais fait un article dans Va et Victis il y a pas très longtemps pour dire que, par exemple, le successeur, alors la successeur, c'était Ouais, Berg et Simonic, et pour moi, ça reste aujourd'hui vraiment un des tout meilleurs jeux auxquels j'ai joué et auquel à chaque fois que j'y joue, j'y prends un plaisir c'est fantastique. Ouais, ouais, c'est ouais. c'est vraiment un jeu qui me procure du plaisir. Et ça, c'était une deuxième révolution avec alors, au départ, c'était Herman avec With the People, puis après, les différents jeux qui sont sortis en piloté par les cartes. Et puis après, plus tard, après, il y a eu l'évolution avec la série Coin. Pour moi, c'est une nouvelle manière aussi d'aborder le wargame, beaucoup plus abstraite, mais tout aussi précise. Et moi, il y a plein de gens avec qui je jouais habituellement qui m'ont dit quand on joue au jeu Coin, on n'a plus l'impression d'être devant un wargame, c'est trop abstrait. Moi, quand je joue à la série Coin, je me vois autant dans l'histoire que c'était le cas avec les jeux pilotés par les cartes ou les jeux marqueurs d'activation avant. Je trouve que c'est le même niveau de qualité de simulation et d'imprégnation de l'histoire dans un jeu. Ça a beau avoir beaucoup plus d'abstraction, c'est très très bien fait. C'était vraiment une super idée et ça a de nouveau rebattu les cartes. Et puis après, ça c'est les grands sauts conceptuels que j'ai vus, que j'ai perçus de mon côté. Et puis après, il y a dans le monde du wargame et la façon dont il est évalué, il y a l'histoire des grandes séries. Il y en a auxquelles j'ai jamais touché, comme les séries OCS sur la Seconde Guerre mondiale ou choses comme ça, qui ont leur public, qui évoluent à leur manière, qui évoluent de manière peut-être plus cloisonnée, mais qui sont des pans hyper importants dans le monde du wargame parce qu'il y a des communautés, il y a des joueurs qui ne jouent qu'à ça, qui sont passionnés et qui les font vivre sur des périodes qui dépassent les 20-30 ans, où il y a toujours des joueurs sur ces grandes séries. Voilà. Et puis après, sur l'évolution la plus récente, maintenant, c'est un côté très foisonnant. Il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus de jeux qui sortent, avec l'impression qu'il y a de moins en moins de joueurs sur chaque jeu, mais il y a quand même des jeux qui ont des succès complètement fous et qui marchent très bien. Donc le monde du wargame n'est pas du tout moribond. La moyenne d'âge des wargamers classiques a augmenté. On voit quand il y a des conventions, quand on se réunit pour jouer, il y a quand même une population qui a vieilli par rapport à l'époque où on avait lancé le trophée du bicentenaire, où c'était un peu les mêmes, ou même dans les conventions style au PJH à Paris, on voit que la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Donc ça, c'est un élément
Même s'il y a des jeunes qui jouent, j'ai pas l'impression que ça soit une filière en pleine explosion dans les gens de 20 ou 30 ans maintenant, quoi. C'est plus quelque chose d'une autre génération. C'est aussi Alors, c'est un voilà. je pense que je mettrais Et une réserve là-dessus par rapport à l'âge, parce qu'en fait, je suis assez d'accord avec toi, surtout sur le jeu, traditionnel, hexagone, pion. C'est avec quoi moi j'ai commencé et auquel je joue toujours, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je suis d'accord, ce public-là, il a tendance à être vieillissant. Mais, en tout cas, dans le monde anglo-saxon, parce que du coup, je fais pas mal de ouais, conventions, de ce côté-là, on voit une nouvelle vague de joueurs qui arrivent, qui sont oui, sur la trentaine, début de quarantaine, donc à l'échelle du wargame, qui sont très jeunes, on va dire. On en a même qui ont la vingtaine. C'est un peu triste à dire, mais ouais, c'est très jeune pour le wargame. Et du coup, on voit vraiment cette distinction quand on regarde les tables, où tu vas avoir les plus vieux qui vont faire mmh. des jeux sur plusieurs jours, avec des hexagones sur des jeux qui sont sur 2 ou 3 cartes qui Mmh. s'enchaînent sur les gros trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Comme tu dis, beaucoup d'OCS, mais il n'y a pas que OCS, il y a d'autres systèmes Oui, qui sont là, mais qui sont voilà, plutôt des gros systèmes opérationnels, ce genre de choses. Et en fait, il va y avoir, je vois en tout cas, moi, à mon échelle, beaucoup de plus jeunes joueurs qui rentrent justement par le système Coin. Donc là, ouais, c'est un apport de joueurs assez important, mais aussi par des classiques. Par exemple, en convention, je vois beaucoup de jeunes, entre guillemets jeunes, jouer à Successors, jouer à Angola, qui vont être des jeux multijoueurs, ou par exemple Stand, tu vois, des ouais. jeux qui sont des classiques, qui sont là depuis quand même un moment, mais qui Non, mais proposent une expérience de jeu qui est complètement unique, je trouve, et qu'on ouais. peut retrouver nulle Mais part ailleurs. Et je trouve que c'est la moi, puissance du jeu d'histoire. je pense pas que c'est en train de mourir et qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs. Moi, ce que je constate, bon, là, c'est encore un constat personnel, hein, c'est la façon dont je vois les choses. Si je prends la manière d'aborder le wargame, c'est aussi par la transmission. Tu as des gens qui t'apprennent, qui te font rentrer dans le monde du wargame par un biais ou par un autre. Si je regarde les générations de ma génération et des gens un petit peu plus jeunes qui ont eu des enfants, il y a une déperdition incroyable parmi nos enfants. Moi, j'ai jamais réussi à faire rentrer mes enfants dans le monde du wargame, même élargi. J'arrive à faire quelques parties sur des jeux type coin, justement, comme tu le dis, ou par exemple, un des jeux avec qui j'ai réussi à jouer avec mes enfants ou beaux enfants, c'est le jeu 300, La Terre et l'eau, là, le jeu très Ouais, simple ouais. avec des en bois, type de jeu comme ça, où j'arrive à convaincre des gens de jouer. Mais il y a une déperdition générationnelle entre la mienne, celle de mes enfants, et ça, c'est le cas de tous mes amis joueurs, c'est la même chose. On a un mal fou à donner l'envie de jouer au jeu qu'on jouait à la génération d'après. Même s'il y a des points d'entrée, même s'il y a des gens, il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouvelles créations et il y a des choses qui innovent. Et je pense qu'il y aura d'autres évolutions qui vont permettre que ça continue à vivre. Mais il y a une déperdition qui est quand même importante par rapport à d'autres familles de jeux. Quand on voit les explosions de pratiques sur les jeux de plateau, les jeux à thème, où c'est quand même 100 fois plus dynamique en termes de nombre de joueurs, en termes de volume de jeux diffusés. Et je ne parle pas des jeux vidéo purs et durs, je ne Ouais, parle ouais, pas de non, jeux bien sûr. d'histoire, voilà. C'est quand même des échelles et une influence sur la façon d'aborder le jeu qui est quand même très très minoritaire pour le jeu d'histoire tel que nous on l'a connu et tel qu'il a pu évoluer même dans ses versions les plus ouvertes et les plus originales aujourd'hui. Après, moi, j'ai l'espoir, et c'est peut-être, je suis optimiste et j'espère que je me trompe pas, mais que justement toutes ces innovations nous permettent de récupérer au moins une partie de tout cet Ouais, afflux de nouveaux joueurs sur le jeu de plateau qui connaît une explosion. Et j'espère je pense qu'on connaît quand même un âge d'or en termes d'innovation, en termes de nombre de jeux sortis, mais c'est vrai que j'espère que ça va aussi s'accompagner d'une vague de nouveaux joueurs, qui est pas aussi forte. Je suis d'accord avec toi que sur le jeu de plateau, généraliste, où finalement là, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer depuis une petite dizaine ouais, d'années, et encore plus depuis le Covid. C'est assez impressionnant, ouais. Mais j'ai bon espoir qu'on va y arriver, hein, et j'essaye même de faire des jeux pour ça, donc on va voir. J'espère ouais, que non, tu pourras jouer à Robin des Bois avec, tes enfants et leurs amis, on verra. Mais je pense qu'il y a peut-être il y a un coup à jouer, au moins il faut essayer, je pense. mmh.
Parce qu'il y a vraiment cet afflux qui est très, très impressionnant. Et après, pour revenir sur la partie écriture, c'est pareil, dans l'appétence à la lecture pure et dure, et quand même, là aussi, malgré un marché qui. Le marché du livre, c'est quelque chose qui reste quand même énorme. Il y a toujours des gens qui achètent des livres, il y a de plus en plus de livres qui paraissent. Sur les jeunes générations, la passion pour des livres ou la lecture de grand nombre de livres, même dans le domaine historique, domaine histoire militaire, reste quand même quelque chose qu'on peut voir plutôt sur une tendance descendante. D'où l'intérêt, et ça c'était aussi un des objectifs avec Infographie, d'essayer d'ouvrir, d'avoir des nouvelles manières de présenter les choses qu'on a appris par des textes purs et durs d'une autre manière. Ça c'était aussi je revenais sur ce point-là, mais de l'ouvrir par une autre porte. Parce que les portes classiques ont tendance à diminuer. Maintenant, il y a, sur les jeunes générations, on lit plus sur téléphone que dans un livre, même si on est passionné d'histoire. Même moi, c'est pareil. Hein, moi, j'évolue comme mon époque. Mais c'est pour ça que je parlais de stratégie oblique d'une certaine manière par rapport à l'infographie, par rapport au jeu. Parce que j'ai l'impression que l'intérêt pour l'histoire, il est encore là, mais c'est cette idée de le générer. Et je le voyais quand la série Game of Thrones était à son pic de popularité. Il y avait beaucoup de gens plus jeunes qui étaient passionnés par la série et qui s'intéressaient finalement au fondement historique de Game of Thrones, à quoi certains événements Game of Thrones faisaient référence, notamment la guerre des roses. Il y a plein d'événements en fait qui se passent dans Game of Thrones qu'on peut retrouver dans de l'histoire médiévale souvent, etc. Et je voyais avec intérêt des gens sur YouTube finalement rechercher, se poser des questions et même des fois parler d'histoire militaire, de l'utilisation de certaines armes. Et je trouvais ça marrant de voir que l'intérêt pour la fantasy finalement était aussi un moyen d'entrée pour s'intéresser un peu plus à l'histoire, quoi. Donc c'est possible, on peut y arriver. On peut y arriver, mais oui. Les points forts du wargame par rapport à ça, c'est de proposer des petites fenêtres sur un événement précis où il y a quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'histoire napoléonienne peut avoir un déclic sur la bataille des pyramides parce que ça va lui parler d'Égypte, parce que le décor va l'intéresser. C'est plein de portes d'entrée, le wargame, parce que ce n'est pas une histoire encyclopédique qui va imposer de connaître tout un thème dans toute sa profondeur. Donc il y a beaucoup de portes d'entrée. Et ça revenait à ce que je disais sur la manière d'avoir conçu le bouquin Infographie par double page, avec à chaque fois des entrées thématiques qui se rapprochent un peu de la manière dont on a maintenant d'aborder les choses, en zappant beaucoup, en changeant de sujet et en restant peu de temps ou pas forcément de manière suivie sur un thème. Voilà, en consacrant, donc on se dit, tiens, ouais, je vais lire pendant une heure, une double, une heure c'est peut-être beaucoup, mais une demi-heure, une double de infographie, où je vais passer 2 heures à faire une bataille napoléonienne sur un wargame, sans avoir à lire 500 pages sur l'histoire napoléonienne. Donc c'était cette approche je pense qu'elle a un petit lien avec l'époque. Mais je pense que ça fait une super conclusion. Donc déjà, je vais te remercier, Frédéric, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. C'était, comme je disais, une super discussion, très, très intéressant. Je suis vraiment content d'avoir pu t'avoir sur la chaîne. Alors pour info, si vous posez la question, Frédéric, tu as déjà été sur la chaîne puisque du coup, on avait joué à Jour de gloire pour l'anniversaire de Waterloo l'année dernière. Non, c'était en juin, il y a un an. C'était il y a un an. C'était en juin, il y a un an, ouais. Donc C'est le 18 c'était l'année juin de dernière. l'année dernière. Oui, Ouais. de l'année dernière, ouais. Ouais. J'espère que tu reviendras pour refaire Avec des plaisir. vidéos en français. Ce serait sympa. Je sais pas si tu as un dernier mot que tu veux dire avant pour clore l'émission? Pour clore l'émission, non, mais c'est moi ce qui me rassure sur l'avenir, c'est que moi j'ai 63 ans maintenant, j'ai toujours autant envie de jouer. Malgré les contraintes, moi j'ai encore des contraintes professionnelles, beaucoup de boulot en termes d'écriture, ça me prend énormément de temps. Mais si j'ai pas mes plages de jeux wargame régulières, même si elles sont espacées parfois, il se passe un mois où j'ai pas le temps de jouer, c'est un plaisir qui se démode pas et qui s'oublie pas. Et puis c'est ça qui fait vivre aussi le wargame, c'est le plaisir qu'on peut avoir à découvrir des nouveaux jeux. Moi, une chose que j'ai pas dite, ce sera la conclusion, j'arrête, je te promets, mais je suis assez fan des jeux de magazine, parce qu'en fait, par exemple, c'est le magazine italien Parabellum, c'est un magazine que j'adore, parce qu'à chaque fois, il y a des jeux qui sont vraiment très très bien foutus dedans, très très variés.
Et même si je parle pas italien, ils ont les traductions en anglais de la même manière, mais le magazine, on arrive à lire correctement. Et l'approche magazine Wargame est, je pense, une bonne manière de découvrir les choses, même si là encore, le marché des magazines de Wargame, c'est pas un marché qui se porte bien, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon point et je le vois moi, pour Vaevictis, je le prends pour, des fois je joue pas forcément à tous les jeux parce que du coup, il y a d'autres jeux auxquels je dois jouer et cetera et je vais pas jouer à tous les jeux Vaevictis, Mais mais bon, j'ai toujours un coup d'œil sur les règles, toujours un coup d'œil sur les systèmes et en fait, je trouve ça génial qu'il y ait cet espace disponible, mmh, soit pour pouvoir développer des séries dans le temps, comme Jour de gloire au fil de l'épée, ou pour des fois arriver avec des systèmes complètement atypiques et je pense que c'est Arnaud Della Siega qui a fait quelques trucs, ouais, notamment un système, stratégique sur ouais, la puis, Première Guerre mondiale qui était super intéressant, enfin et c'est vraiment génial d'avoir cet espace de liberté non, puis finalement, il y a C3I qui sort une fois par an, mais il y a toujours des très bons ouais. jeux dedans. J'avais eu Ouais, l'occasion il y a des bons trucs de dedans. Le travailler pour dernier, eux dans le il était plein à ouais. craquer, donc ouais. Ouais, il était vraiment très bien. J'aime bien ATO aussi, où il y a alors des jeux, souvent, il y en a qui sont moins bien finis, mais il y a plein de choses qu'on voit pas ailleurs, voilà, qui sont l'approche magazine reste, super intéressante. Voilà, Ouais. et c'est bien qu'il y en ait encore.